on peut découvrir, toucher un petit peu du doigt la vie des sous-mariniers en venant visiter le Redoutable. Mais maintenant, eh bien, nous allons accueillir notre prochain invité qui va nous parler des coulisses de la vie dans un sous-marin. Je demande à l'amiral François Guichard de me rejoindre. Bonjour Amiral, je vous présente. Vous êtes ancien commandant des sous-marins Améthyste et Le Terrible. Vous totalisez un peu plus de 28 000 heures de plongée sur de nombreux types de sous-marins français et étrangers. Vous êtes aujourd'hui amiral chargé de la fonction histoire de la marine et également écrivain. Vous avez écrit 2 romans. Un s'intitule Première plongée, 20 000 nautiques sous la mer. Et le second, Premières armes, l'appel du large. Et vous nous immergez dans l'aventure des premiers sous-marins, de leurs concepteurs et de leurs équipages. Et donc là, vous allez partager avec nous les coulisses de la vie dans un sous-marin. Et n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions à l'amiral grâce au QR code qui était juste précédemment sur la slide précédente. Il est également sur votre programme. Et donc voilà, pareil, vous avez 20 minutes, questions comprises, si j'ai des questions qui me viennent. Alors d'abord, bonjour à tous et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc on va aller un petit peu plus loin après le brillant propos de Bernard sur qu'est-ce que c'est que les coulisses de la vie dans un sous-marin. Je ne rentrerai pas dans des domaines très techniques parce que je pense qu'ils pourront être abordés dans les questions. Ce qui est sûr, c'est que d'abord, je suis ravi d'être à Cherbourg pour évoquer ce sujet. Il n'y a pas d'écrin meilleur pour en parler que la ville où est né le Narval, le premier sous-marin vraiment opérationnel de la marine, mais aussi le Redoutable. Et puis là où sont nés les 2 sous-marins que j'ai commandés, l'Améthyste et le Terrible. Si en mer, en effet, comme on l'a dit, l'homme façonne son environnement, et si en mer, si sur Terre, l'homme façonne son environnement, parfois d'ailleurs un peu trop. En mer, c'est plutôt le contraire. Et donc, il me semble important d'aborder ce sujet-là et de parler des caractéristiques de la mer et en quoi elle façonne ce que c'est que de vivre en mer et surtout de vivre dans les abysses. La première de ces caractéristiques, c'est la mer est unique. Toutes les mers sont reliées entre elles et immenses. Mais surtout, les grandeurs associées à la mer deviennent très rapidement des grandeurs très importantes. 72%, tout ça, vous le savez, je ne vais pas revenir dessus, 11 km de profondeur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la pression. Lorsque vous êtes à 1000 mètres, ben vous avez une pression de 100 bars. Et rien que ça, ça vous fait prendre conscience que lorsque vous êtes à 6 km de profondeur, cette pression est de 600 bars. Et donc les distances, comme les pressions, sont extrêmement importantes en mer. Tout est grand. Et rien que ça, ça entraîne un rapport très particulier avec cet environnement. La deuxième caractéristique de ce milieu, c'est que c'est un milieu qui est fluide. Je reprendrai un petit peu la devise du capitaine Nemo, mobilis in mobile. C'est un milieu qui est fluide, on n'y reste pas stable. Tout y est en mouvement. Et ça, c'est fondamental. Bien sûr, vous avez conscience des courants, mais ne serait-ce que la force d'Archimède et la manière de la concevoir, le fait qu'elle entraîne un équilibre instable, parce que si jamais vous coulez un petit peu, la pression s'exerçant sur la coque est plus grande, et donc vous coulez encore plus, puisque vous occupez moins de volume d'eau. Cette instabilité, cette fluidité, elle est fondamentale dans la conception même de ce qu'est rester en mer. Ça veut dire que si tout est en mouvement, vous aussi vous êtes en mouvement. Et donc ça, c'est fondamental. Troisième particularité, c'est son opacité. Alors on l'a beaucoup évoqué au sujet de la lumière, mais je voudrais que vous en preniez conscience aussi au sujet de l'onde électromagnétique. La mer est un milieu opaque, on ne voit pas, il n'y a pas de lumière au-delà de 200 mètres ou très peu, à part la bioluminescence dont on a parlé. Mais au-delà de ça, même si vous avez des hublots sur votre sous-marin, vous n'allez pas voir, à moins d'avoir des gros phares. Et même si vous avez des gros phares, vous verrez très peu loin. Ça va être
vous n'aurez pas de visibilité. Et puis l'onde électromagnétique ne rentre pas dans l'eau de mer. Vous êtes baigné tous les jours dans une onde électromagnétique et elle conditionne votre vie de plus en plus. Pas de radio, pas de téléphone, pas de contact, pas de radar sous l'eau. Tout ça, ça ne marche pas. D'accord ? Et ça, c'est fondamental aussi. Par contre, puisque c'est un milieu opaque, d'autres choses se propagent très bien. Les sons, le bruit. Voilà. Et ça aussi, cette opacité, c'est fondamental pour bien comprendre ce que c'est que vivre sous l'eau. Quatrième adjectif, enfin, ou cinquième, je ne sais plus très bien, peu importe, c'est l'hostilité. Ce milieu n'est pas un milieu où l'homme vit naturellement. Et donc, on n'y respire pas, oui, ok. Mais en surface, ça bouge. Les tempêtes, les naufrages. Il n'y a pas de vie humaine, en fait, en mer, aujourd'hui, sans moyens, et pas de vie durable sans une machine. Et ça aussi, c'est fondamental. Ça va entraîner un certain nombre de choses qu'on va développer plus tard. Et donc, on a une dépendance extrême à la machine, et c'est un milieu qui effraie. Je vous donne des exemples. Là, vous avez des exemples qui vous font prendre conscience de ce que c'est que d'être à bord avec des mouvements d'assiette très importants. Vous aviez un aquarium qui vous montrait simplement, on est en train de changer d'assiette avec 20 degrés. Et 20 degrés d'assiette, c'est considérable. Et puis, c'est un milieu qui est anisotrope. Alors, ça veut dire quoi ? C'est un milieu qui n'est pas uniforme. Quel que soit l'endroit que vous regardez, il est changeant, différent. Et tout ça fait que le bruit, la bathymétrie, la bathythermie, tout évolue et présente des singularités qui modifient parfois fortement nos perceptions. Au-delà de ça, la mer, vous le savez tous, on en a parlé, plein de ressources, de richesses, lieu principal de circulation, un milieu existentiel pour l'humanité, c'est vrai. Et puis, comme c'est un milieu qui, pour l'homme, nécessite en effet un intermédiaire, la machine, c'est un milieu dont la découverte en fait, et l'exploitation avancent en même temps que les inventions de l'humanité. Au début, en fait, c'était les littoraux, la plongée en apnée, les filets, les casiers, tout simplement. Voilà. Et puis, c'est parce que on a commencé à travailler sous l'eau que Alexandre le Grand, déjà, a pu envahir la ville de Tyr. Donc, vous voyez, ça remonte à il y a très longtemps. Mais c'est qu'avec les grandes découvertes, William Bourne, qu'on a commencé à s'intéresser de près à ce que c'était que la poussée d'Archimède et comment régler les problèmes d'étanchéité en parallèle. Voilà. Donc, toute une histoire qui est intimement liée à l'évolution technologique. Une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a pris cette vision globale de ce qu'est la mer, il faut être conscient que toutes ces caractéristiques-là vont expliquer, ou du moins, pourquoi vivre durablement dans ce milieu modifie en fait les rapports de l'homme, de l'humain, au vivant. Les rapports de l'homme à son environnement. Alors, premier rapport, on n'y va pas. Et donc, les sens les plus importants changent. Ils changent non seulement parce que dans la nature, l'homme développe en fait comme sens essentiel la vue aujourd'hui. Il y a quelque temps, c'était peut-être l'odorat. En tout cas, c'est peut-être les deux d'ailleurs cumulés, sans qu'ils s'en rendent compte, puisque l'odorat est devenu quelque chose de naturel. Sous l'eau, très rapidement, quand vous restez longtemps, même quand vous êtes dans votre machine, ça ne devient plus l'odorat. Ça ne devient plus la vue. Votre sens premier devient l'ouïe. Et ça, c'est fondamental pour comprendre l'état d'esprit des sous-mariniers. Non seulement c'est l'ouïe parce que c'est ce qui permet d'entendre et de se positionner dans l'environnement sous-marin avec des sonars, avec des intermédiaires, mais c'est l'ouïe aussi à bord. Parce que c'est ce qui fait qu'on prête, c'est la manière de prêter attention à la machine. La première chose qui caractérise le sous-marinier, c'est qu'en fait, il est tout le temps à l'affût du bruit, qu'il soit au sonar, mais aussi dans son quotidien. Le bruit est tellement important que lorsque ce bruit cesse, ou lorsqu'il s'arrête brutalement, ça va vous réveiller. À bord, en fait, il y a en permanence un bruit de fond, la ventilation. Et lorsque vous souhaitez réveiller tout un bateau d'un coup,
je peux faire l'expérience, hein, il suffit d'arrêter la ventilation. Vous arrêtez la ventilation, tout le monde se lève. Même pas besoin de faire une diffusion générale. C'est suffisant. Ça vous montre à quel point ce sens-là devient le sens essentiel de l'homme à bord de son bateau. Deuxième particularité, on en a parlé, c'est immense et en même temps, on est contraint dans la machine, dans l'exiguïté. C'est l'exiguïté, mais cette exiguïté, elle est normale. On pourrait dire, mais pourquoi ils n'ont pas plus de place? Mais en fait, ce n'est pas possible. Si vous réfléchissez bien à ce qu'on a dit sur la formule d'Archimède et cet fameux équilibre, quoi qu'il arrive, un sous-marin, dans l'eau, bah, il faut mettre 1 tonne dans 1 mètre cube. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et si vous mettez 1 tonne dans 1 mètre cube, ou au pire, bah, si vous mettez 8000 tonnes dans 8000 mètres cubes, forcément, vous allez avoir une certaine densité. Et cette densité interne à la machine va entraîner cette exiguïté, cette promiscuité. Et donc, il y a forcément un sentiment d'enfermement. D'abord parce que vous êtes isolé par la machine, mais aussi parce que cette machine est dense. Vous vous cognez. Les hommes doivent faire du coup attention les uns aux autres. Et cette oppression de l'extérieur, elle est encore plus rendue par la conscience de la pression, de la distance à la surface. Et donc ça, c'est des choses qui sont très importantes pour bien comprendre le rapport qu'on peut avoir avec son environnement. Cet environnement, en plus de ça, il est complexe. On l'a dit, très anisotrope. En plus de ça, on n'en perçoit qu'un tout petit bout, par l'oreille, éventuellement avec des gros phares, etc. Mais en fait, on n'en connaît rien. Et on a cessé de le dire dans les 2 jours. Très peu de choses sont connues. Et s'il est complexe et qu'on n'en connaît rien, ça veut dire qu'on va être dans l'incertitude. Et donc, le propre de la vie du sous-marinier, et ça, c'est d'être dans l'incertain. Et de vivre avec cette incertitude. En fait, la seule chose à laquelle s'accroche le sous-marinier, c'est d'être sûr de ce qu'il ne sait pas. Voilà. Il est plus important, lorsqu'on se positionne sous l'eau, finalement, plutôt que de croire savoir où on est et de se tromper, d'être sûr de là où on n'est pas. Ça, c'est une manière de penser que va développer, en fait, la personne qui va vivre longtemps sous l'eau. Elle va s'assurer d'un certain nombre de choses et non pas se satisfaire de quelques certitudes qui ne seront que, en fait, très faibles. Voilà. Ce rapport à l'environnement, à son environnement, va créer un lien très particulier à la machine. Pourquoi? Parce que, évidemment, la machine, c'est sa survie. Et si la machine est sa survie, que ce soit en mer, sur un bateau, mais surtout encore plus sous l'eau, va créer une intimité avec la machine. Et la machine va devenir un prolongement de soi, au point qu'on va développer un certain amour à la machine. Ça, c'est aussi quelque chose de fondamental dans la vie en mer, et encore plus sous l'eau. On a un lien très fort avec les bateaux dans lesquels on a été. Alors évidemment, la complexité à l'environnement, elle est à mettre en regard avec la simplicité et l'élémentarité des sujets qu'on doit traiter. Tout est complexe, et pourtant, il faut respirer, se nourrir, évacuer les déchets, se laver. Tout ça, ce sont des actes élémentaires, en fait, qui, dans un environnement complexe, reprennent une importance primordiale. Et donc, ça va entraîner un rapport, non seulement à la machine, mais un rapport au quotidien, à son propre quotidien, fondamental, où on va prêter une attention particulière à ces éléments simples. D'abord pour soi, mais aussi pour les autres. Donc on va chercher à respecter le sommeil de l'autre. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez particulier et propre à la vie sous l'eau. Donc tout ça, c'est les rapports, on va dire, entre
l'individu et son espace et son environnement, entre l'équipage et son espace et son environnement. Une autre chose qui change fondamentalement, c'est le rapport au temps. Alors, ce rapport au temps, il est lié à plusieurs choses. D'abord, à la lenteur de l'information que l'on reçoit, la lenteur des déplacements. Comme on l'a dit, c'est immense, mais tous les déplacements sont compliqués et lents. Un bateau, ça monte à 20 nœuds, 35 km/h maximum, à 30 nœuds peut-être, dans certains cas. Mais la plupart du temps, ça se déplace à 10 nœuds, à 15 km/h, 16 km/h. Enfin, et donc, c'est lent. Pour descendre en immersion, pour descendre de 0 à 1000 mètres, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps parce que il faut équilibrer, préparer l'admission d'eau, etc. Et tout ça doit être maîtrisé. Donc, c'est long. Tout est lent. Donc, mais l'information elle-même est lente. Aussi, dans notre environnement, on a une information qui nous arrive à coup de gigaoctets et à coup de millième de seconde. En 1 millième de seconde, vous savez tout ce qui se passe sur Terre, pratiquement. Sous l'eau, comme la propagation ne se fait pas par ondes radioélectriques, qu'elle se fait par le son va à 1500 mètres à la seconde sous l'eau. C'est certes 5 fois plus qu'à Terre, parce que c'est 330 mètres à la seconde sur Terre, mais c'est quand même nettement plus lent que ce qui se passe dans notre environnement naturel. La vitesse d'arrivée des messages dans un sous-marin, c'est 5 lettres à la seconde sur le téléprompteur. Vous arrivez, vous, en 1 seconde, à voir des films. Et donc, tout ça vous montre à quel point vous êtes en décalage par rapport à la vitesse d'information que vous recevez. Et ça, c'est fondamental pour bien comprendre le rapport à l'information, le rapport au temps que le sous-marinier va avoir. En même temps que vous avez cette lenteur, eh ben vous avez une immédiateté du risque. Fulgurance des actions. Quelle que soit la situation que vous avez avec l'extérieur, compte tenu de l'intensité des forces qui sont mises en œuvre, ça va se passer instantanément. Si un sous-marin coule, ils vont peut-être avoir très peur, mais ça ne va pas durer très longtemps. Et lorsqu'ils vont arriver à des profondeurs où le sous-marin n'est plus capable de résister, eh ben la mort sera instantanée. La coque va faire pouf, aussi simple que ça, compte tenu des pressions qui sont mises en œuvre. Et donc, ce rapport entre lenteur d'information, lenteur de tout et immédiateté du risque, elle est aussi très importante à prendre en compte dans l'état d'esprit du sous-marinier. L'autre chose, c'est oui, le temps reprend une importance clé et accentuée par l'absence ou la permanence, selon le cas, du lien avec le jour. Quand je dis permanence, c'est parce que la lumière reste tout le temps présente à bord. Alors, certes, on va jouer blanc, rouge, pour avoir un peu de respect de tout ça, mais on va devoir recréer un temps qui nous est propre. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. Pour tout ça, et pour bien comprendre tout ça, cet autre rapport au temps, il nécessite et il implique une grande anticipation de tout ce qu'on fait. Anticipation des mouvements, anticipation nécessaire, parce que tout doit être prévu à l'avance. On ne s'improvise pas dans un milieu aussi hostile. Mais on ne s'improvise pas non plus pour se nourrir. Donc on est obligé de ranger la nourriture dans l'ordre dans lequel on va la consommer, parce qu'on est comme dans un milieu très exigu. La première chose qu'on va pouvoir sortir du frigo, c'est ce qui est devant. Et la dernière chose, elle est tout au fond. Et donc, on va prévoir les menus à l'avance, on va avoir plusieurs solutions, etc. On va, en effet, faire tout ça. Et puis, alors, les 2 derniers points, ça entraîne, vivre sous l'eau, un autre rapport à l'autre. La promiscuité, on l'a dit, elle entraîne les odeurs, elle entraîne les problèmes de caractère, elle peut entraîner plein de choses. Et donc, tout ça fait que on va accepter, pour pouvoir rester ensemble,
un autre rapport, on va devoir développer un autre rapport à l'autre. Et surtout, encore plus fort, il va falloir développer un autre rapport à soi. Parce que tout ce qu'on vient de dire, là, tout ce que je viens de vous décrire, nécessite nécessairement une introspection personnelle pour accepter, être à l'écoute de soi, de ses sens, parce que les sens redeviennent clés, les éléments, enfin tout ce qui est élémentaire dont j'ai pu parler redevient extrêmement important. Tout cela, donc être à l'écoute de soi, tout en admettant une extrême faiblesse de l'intimité. Pour être à l'écoute de soi, il faut souvent se plonger dans une certaine intimité. Et là, il va falloir pouvoir faire ça autrement. Et donc, pour tout ça, vous allez découvrir, en fait, votre propre personnalité. Et donc, être sous-marinier, c'est avant tout un chemin vers la connaissance de soi et l'acceptation de l'autre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, merci. Merci, Amiral. Et ce que je vois, c'est que malgré vos 28 000 heures de plongée, votre rapport au temps est parfait, puisque vous avez respecté vos 20 minutes de prise de parole. On n'a pas le temps de prendre de questions, puisqu'on a un autre rendez-vous en visio un petit peu plus tard, donc on ne peut pas prendre de retard. Mais on peut encore applaudir l'Amiral pour avoir partagé avec nous cette vie à bord d'un sous-marin.